Bonjour à tous. On va commencer même si certaines personnes continuent d'arriver. Mais sinon, on va prendre trop de retard et on a énormément de choses à voir ensemble. Je suis Delphine Sabatier de l'émission Smart Tech où j'entends régulièrement ce mot de confiance, un peu comme la clé secrète des transformations numériques. La confiance, évidemment, liée à beaucoup de décisions très concrètes, que ce soit technologiques, juridiques ou politiques. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui, puisque nous sommes aux assises de la confiance numérique. Donc, c'est vraiment un temps de réflexion là, qui vous est proposé pour vous, pour nous, qui cherchons à mener cette transition digitale de manière sereine, correcte, voilà, et réussie. On va avoir quatre ateliers thématiques qui vont se succéder jusqu'à environ 18h30, 18h45. Il y aura une pause vers 16h. On va parler donc ensemble avec des experts, des régulateurs et des acteurs économiques. Mon rôle, ce sera que ce dialogue soit un dialogue à la fois technique mais aussi très pédagogique pour anticiper ces évolutions majeures comme la généralisation de la facture électronique ou la prochaine loi française sur la cybersécurité qui doit quand même transposer 3 directives européennes. On peut aussi parler de l'AI Act. Alors, les thématiques, vous les avez vues dans le programme, mais je vous les rappelle vite fait. On va parler de fraude documentaire, on va s'intéresser à la sécurité des données, l'identité numérique et évidemment l'intelligence artificielle. Il y aura à la fin de chaque table ronde, j'essaierai de consacrer une dizaine de minutes pour vos questions à tous ceux qui seront sur scène. Donc ça, à la fin de chaque table ronde, je m'y engage, il y aura un micro qui passera parmi vous. Et puis vous pourrez aussi prolonger cette discussion évidemment après, puisqu'il y a un cocktail dînatoire qui vous attend. Mais d'abord, donc pour ouvrir ces assises de la confiance du numérique, je vous propose qu'on reçoive tout de suite en l'applaudissant le président de la FNTC qui organise ce grand rendez-vous. Merci Delphine. Merci Delphine. Bienvenue à tous à nos assises de la confiance numérique. Faire confiance, c'est un exercice du quotidien qui est souvent difficile à réaliser, d'autant plus si cela nécessite l'intervention d'un tiers. Faire confiance, si l'on se réfère à l'étymologie, cela consiste à remettre quelque chose de précieux à un tiers, et en se fiant en lui, bien entendu. La confiance est donc indissociable de l'intervention d'un tiers, et ce, quel que soit le domaine, que ce soit celui des relations humaines, des relations contractuelles, des échanges, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, du domaine numérique. Il n'y a donc pas d'ambiguïté à associer tiers et confiance. Bien au contraire, dans le cas des échanges digitaux, utiliser un tiers de confiance consiste à lui déléguer des tâches hautement confidentielles, stratégiques de l'entreprise, que ce soit en matière d'identité numérique, de sécurisation des échanges, de protection des données d'archivage à valeur probante, de signature électronique. Le paysage économique français est aujourd'hui bouleversé par la transformation du numérique et doit s'adapter de plus en plus à l'essor de l'intelligence artificielle et à ses nombreuses et complexes applications. Il doit se préparer à la facturation électronique pour 2026, chantier lourd d'implications pour les entreprises. À ce propos, il est à souligner la sagesse de l'État qui a finalement confié la mise en œuvre de ce projet au PDP, reconnaissant ainsi la nécessité d'utiliser la compétence des tiers de confiance pour assurer la réussite du projet. La facture électronique obligatoire et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle vont contraindre les entreprises à accélérer la digitalisation dans leurs propres environnements. Intelligence artificielle, nouvel outil digital, tout particulièrement l'intelligence artificielle générationnelle, va révolutionner le fonctionnement des entreprises à bref délai. Ceci étant, il faut savoir qu'aujourd'hui, la France occupe le 12e rang des pays de l'Union en termes d'adoption du numérique, ce qui n'est pas vraiment fantastique. Ceci s'explique dans les statistiques. Ainsi, en 2022, seuls 33% des entreprises françaises ne disposaient pas, seuls 33% heureusement, des entreprises françaises ne disposaient pas de site Internet. En 2023, seulement 17% utilisaient des services de cloud et 6% des entreprises avaient adopté l'intelligence
artificielle, soit en dessous de la moyenne européenne. La dématérialisation croissante des échanges B2B et B2C crée de nouvelles vulnérabilités qui menacent l'intégrité des systèmes d'information critiques, fragilisant particulièrement les TPE, les PME et les collectivités territoriales qui sont confrontées quotidiennement à ces nouvelles obligations de dématérialisation. L'environnement réglementaire devient de plus en plus complexe avec l'introduction de nouvelles normes. Nous avons eu l'exemple récemment avec la norme IDAS 2, NIS 2 et l'AI Act, entre autres. Il y a le wallet aussi qui se profile. Pour faire face à cette prolifération de risques, l'usurpation d'identité à la fraude documentaire, qui nécessite une vigilance accrue et des solutions adaptées à cette nouvelle réalité numérique, il est impératif de pouvoir bénéficier de l'expertise des acteurs de l'écosystème, que ce soit pour gérer les données, garantir la sécurité des échanges, qui nécessite de bénéficier, bien entendu, d'une identité numérique professionnelle hautement qualifiée. Il est donc crucial de renforcer la confiance numérique dans l'économie. Pour cela, il nous paraît indispensable de créer un nouveau plan de confiance numérique. Dans cet esprit, il nous paraît impératif de renforcer la gouvernance de la confiance numérique. Pour sécuriser la transformation numérique des entreprises et de développer une culture de confiance numérique. Pour cela, la création d'un label Confiance numérique France nous paraît nécessaire. Ce label permettrait une certification tripartite, État, fédération professionnelle, au pluriel bien entendu, utilisateurs, dont l'objectif serait de garantir la fiabilité des solutions numériques. Pour que cela s'avère positif, la confiance sera encore une fois de plus, sinon nécessaire, voire obligatoire. L'objectif des assises est de développer, échanger et expliquer l'intérêt stratégique pour les entreprises d'utiliser les outils des tiers de confiance qui sont un atout nécessaire et indispensable pour accroître leur compétitivité. Je me permets une dernière fois d'évoquer la notion de confiance. Votre présence aujourd'hui lors de cet événement en est la preuve, que ce soit en tant qu'intervenant ou au sein de l'auditoire. Vous faites confiance à la FNTC pour échanger, débattre et construire ensemble un numérique efficace et sûr. Nous allons tâcher de nous en montrer dignes. Merci à tous. Bon. Allez, merci. Merci Bernard. Alors on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec ce qu'il faut savoir pour éviter la fraude. Je vais demander aux intervenants de cette première table ronde de me rejoindre tout de suite sur scène. Victor Genest, je vous en prie si vous pouvez rentrer par ici. Victor Genest, Philippe Sanchi, Franck Giquel, Valérie Van der Gueten, bienvenue. Et ben voilà, très bien, si vous savez où vous installer, c'est parfait. Moi, je reste au milieu. Je vais vous présenter, pendant votre arrivée, Victor Genest, donc greffier associé au tribunal de commerce du Mans. Et vous êtes aussi président du Conseil national des greffiers. Merci d'être avec nous. Philippe Sanchi. Ici, vous n'êtes pas à la place que j'avais prévue, mais vous êtes quand même au cœur de cet écosystème de la confiance depuis 25 ans. Secrétaire général de la FNTC, également le directeur général du groupe Signaturite en France. Et vous intervenez au nom de la FNTC en tant qu'expert principalement sur les sujets de fraude identitaire et documentaire dans le domaine financier immobilier. Franck Giquel, directeur des partenariats de cybermalveillance.gouv.fr, dont la mission, on rappelle, c'est l'assistance aux victimes, la prévention, l'observation du risque cyber aussi pour les particuliers, les entreprises et puis toutes les organisations, collectivités. Et vous faites partie de cette équipe fondatrice de cybermalveillance.gouv.fr qui a été créée il y a 7 ans. Valérie Van der Gueten, vous êtes responsable juridique du CCB, qu'on connaît un petit peu moins ici sans doute, le Center for Cyber Security Belgium, c'est l'équivalent de notre Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Alors, pour remettre un peu notre sujet dans le contexte, donc on a cette transition numérique qui drague énormément de changements et évidemment aussi de nouvelles fraudes. Comment on y fait face ? Ce rôle des tiers de confiance qui est un rôle de rempart
face à ces menaces, eh bien, quels sont ces outils aujourd'hui pour faire face justement aux nouveaux risques? On va peut-être commencer ensemble, Franck Gicquel, parce que j'aimerais qu'on dresse un panorama des menaces qui vous inquiètent peut-être le plus aujourd'hui, ou en tout cas celles qui sont les plus importantes, et qui sont aussi ces publics qui sont majoritairement visés. Voilà, quelles sont vos vigilances du moment? Il y en a, bonjour à toutes et à tous, il y en a beaucoup, donc on va peut-être prendre le malheureux trio de tête des menaces. Alors déjà, pour répondre, ça concerne vraiment tous les publics. Nous, vous l'avez compris, on s'occupe à la fois des particuliers, des entreprises et des collectivités, dans le prolongement des missions de l'ANSSI, donc sur des opérateurs non régulés, et on voit que ça touche vraiment tous les publics. En proportion, pour ce qu'on voit sur notre plateforme, c'est autant les entreprises que les particuliers. On a en proportion un peu plus de collectivités. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles sont plus ciblées, mais en tout cas, elles font plus appel à nous. Et sur les entreprises, à ne pas se tromper, ce n'est pas nécessairement les plus grandes qui sont ciblées. En tout cas, toutes sont victimes. Pourquoi ? Parce que faut bien comprendre que les pirates et criminels sont dans une logique héroïste. Donc, ça demande beaucoup de moyens de mettre à terre un grand groupe, alors que finalement, des petites entreprises, comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, voire plus. Et donc, c'est la pêche au chalut. On lance le filet, et puis on voit un petit peu ce qui y retombe. Et puis parfois, après, derrière, justement, on se met à faire des choses plus ciblées. Et ce qu'on voit, nous, vraiment, c'est que depuis quelques temps, années, mais là, ça se précise, on a au cœur de très nombreuses menaces à chaque fois, comme point de départ, l'hameçonnage, le phishing sous toutes ses formes, mail, téléphonique, SMS, qui n'a rien d'anodin, on le répétera jamais assez, c'est pas juste de la pub, et c'est souvent le départ de grandes cyberattaques comme celles qui font la une des journaux sur des grands ransomware qui bloquent des grands groupes. Ça part parfois d'un simple hameçonnage. Alors parfois on parle de spear phishing, donc d'hameçonnage dédié, ciblé. Donc là, on va chercher des choses très précises sur les entreprises. Mais parfois, ça se fait en plusieurs étapes. Et ce qui est bien compliqué pour les usagers, que ce soit des particuliers, des entreprises, bien souvent, quand on parle de TPE, la différence est mince. C'est que les messages sont maintenant crédibilisés par des éléments et des informations réelles. Exemple peut-être sur justement une des menaces qui a beaucoup touché notamment les particuliers et les petits professionnels, c'était l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Vous vous retrouvez à répondre à une proposition de concours sur Internet pour gagner des places pour, c'était un parc d'attractions. On vous demande rien de bien méchant, les noms, prénoms, date de naissance des enfants, pas de quoi se méfier, pas de coordonnées bancaires ou autres. Vous n'avez pas de réponse suite à ce jeu concours, puisque c'est évidemment un jeu concours bidon. Et quelques mois plus tard, vous recevez un petit message de l'assurance maladie, Amélie, avec toutes les informations qui vont bien pour vous rembourser. Il ne manque plus que vos coordonnées bancaires. Évidemment, vous ne vous méfiez pas. Qui d'autre que Amélie peut avoir toutes ces informations que vous avez données quelques mois auparavant ? Donc, vous tombez dans le panneau. Il y a un petit doute et même pas 48 heures plus tard, votre banque vous appelle. Et c'est évidemment pas votre banque, c'est évidemment un pirate. C'est donc le fameux faux conseiller bancaire, le service fraude. Et là, il peut se passer plein de choses. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on vous appelle en disant a priori, vous avez eu un prélèvement irrégulier. Est-ce qu'il y a eu des choses dans votre vie récemment qui vous auraient fait peut-être aspirer vos données et autres? Donc forcément, vous dites mais que je suis bête, c'est évidemment ça. Et derrière, là, il déroule la pelote. Il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas l'œuvre d'un seul et même pirate. Il y a un premier qui va prendre de la donnée, un premier des groupes, qui va la revendre, qui va l'exploiter, un autre qui va développer des logiciels éventuellement, et ceux qui vont aller faire ce qu'on appelle les alloteurs, qui vont aller appâter et derrière faire tout ce système qui parfois va même, alors le bout du bout de ce qu'on a vu, c'est même des gens qui arrivaient à faire venir chez eux
un chauffeur qui venait récupérer la carte de crédit. Alors là, c'est vraiment le bout du bout de la chaîne. Ça va très très loin. Mais ils sont très bons. À chaque fois, on se dit, mais comment on peut tomber dans le panneau? Je vais vous dire que nous, on a de nombreuses victimes, pas uniquement à travers la plateforme, mais également pour certaines en direct. Et on a des gens très bien éduqués, bien câblés et qui tombent dans le panneau. La carte bleue ou la clé du coffre, j'ai entendu aussi. Oui, non, mais des choses assez folles. On a eu beaucoup ça pour les particuliers. Juste une peut-être pour les professionnels, parce qu'après, sinon je vais prendre trop de temps. Mais chez les professionnels, on a énormément, et notamment les petits professionnels, de vol de comptes, notamment de comptes mail ou réseaux sociaux. Et réseaux sociaux, c'est pour un grand nombre de petits professionnels la vitrine web. Et ça donne lieu à des usurpations d'identité, bien sûr, mais ça donne lieu aussi à énormément de ce qu'on a appelé les fraudes aux faux virements. Alors ça n'a rien à voir avec le faux vie, dont vous avez certainement entendu parler, où vous avez une fausse demande d'ordre de virement, etc. Là, c'est juste qu'on prend possession de votre boîte mail, parce que justement, souvent un phishing ou une boîte mail faiblement sécurisée. Et là, le pirate est en dormance, prend possession de la boîte et fait à chaque fois, ça arrivait notamment à des gens du BTP, ça arrivait à des notaires. Dès qu'il y a des transactions financières, il remplace son RIB et vous vous retrouvez à ne pas être payé et à se retrouver donc à avoir deux victimes, à la fois le fournisseur et son client. Et ça a touché énormément de professionnels et qui cherchaient des solutions autour du RIB, c'est bien, mais la source du problème, c'était évidemment la boîte mail faiblement sécurisée et aussi avec des comportements qui ne sont pas toujours en phase avec ce qu'il faudrait en termes de sécurisation et de bons usages. Et puis on peut dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri avec la quantité de fuites de données. Finalement, les cybercriminels ont de quoi se servir. Ils ont les infos et ils arrivent avec. Peut-être juste un dernier exemple qui a fait beaucoup d'inquiets. Mais plus d'inquiets sur Internet, c'était ce qu'on appelait le chantage crypto-porno. Donc vous receviez un message vous disant voilà, je sais que tu vas sur des sites pornographiques, j'ai des vidéos de toi et la preuve c'est que je suis sur ton PC et j'ai ton mot de passe. Et effectivement, dans le mail, c'est votre mot de passe. Sauf que le problème, c'est que 90% des utilisateurs ont le même mot de passe partout et ne le changent jamais. Il suffit d'une fuite de données pour qu'ils ressortent et que ça crédibilise le message. Donc voilà, finalement, ça ne tient pas grand-chose. Il n'y a rien de très technique derrière tout ça. D'ailleurs, près de 80% des victimes qui arrivent chez nous, avec juste une maîtrise des fondamentaux, ils ne se retrouveraient pas victimes. Il y a un 20% où, par contre, il faut être solide sur la sécurité. On aura l'occasion d'en reparler. Mais ne serait-ce que sur les bons usages, c'est assez important. Bon, ça pose le sujet. Philippe Sanchi, comment vous voyez-vous évoluer la fraude, en particulier sur ce que vous surveillez, cette fraude documentaire? Alors, la fraude, elle est multiple. Donc, ça peut être fraude identitaire, fraude de revenus. Il y a vraiment une multitude de fraudes potentielles dès qu'on parle de fraude documentaire. En fait, tous les processus qui sont des processus ou des transactions financières de loin ou de près ou de loin sont exposés. Et en fait, c'est tous les projets de vie, que ce soit louer un appartement, ouvrir un compte bancaire, faire un crédit conso, acheter une voiture. Tous ces processus-là sont devenus extrêmement attaqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont non négligeables. Alors, ils ont été attaqués et sont attaqués de plus en plus parce que dans les 5 dernières années, ils sont devenus de plus en plus digitaux. Et là, la fraude a explosé d'année en année. Parce que, par définition, il y a des failles, alors, diverses et variées, que ce soit les personnes ou les systèmes. Mais en fait, ces différents projets de vie sont devenus des sources de revenus importantes pour les fraudeurs. Donc cet aspect digitalisation, ça a été un gros driver, ça c'est certain. Il y a aussi la professionnalisation des fraudeurs. C'est des filières maintenant qui sont aussi professionnelles que nous. Alors quand je dis nous, c'est au sens prestataire qui travaillons sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, ils ont aussi développé beaucoup des liens entre projets de vie. C'est-à-dire, je veux louer un appartement, il y a une fraude
qui s'est développée de manière très très forte dans l'immobilier, c'est la fraude aux faux bailleurs. Donc c'est les faux bailleurs qui font des fausses annonces pour un appartement qui n'est pas très cher, mais qui, vu la tension sur le marché locatif, ils demandent un dossier locataire déjà à fournir en amont, avant une visite, en disant envoyez-moi la copie de votre pièce d'identité, la copie de vos bulletins de salaire, la copie de votre avis d'imposition, et puis je vous recontacte pour organiser une visite. Bon, évidemment, il n'y a jamais de visite, mais derrière, ce dossier qui est un dossier réel, d'une vraie personne, de vous, de moi, est réutilisé pour aller acheter, je ne sais pas moi, une Mercedes ou autre chose. Et donc là, il y a des fraudes croisées entre processus financiers ou projets de vie différents qu'on peut avoir les uns les autres. Donc ça c'est vraiment une grande tendance. Ça prouve aussi la professionnalisation des gens qui sont en face. Et je dirais que la seule... Le vrai enjeu, c'est de... Ça sonne. C'est pas grave, on n'entend pas trop. Le vrai enjeu, c'est de prendre chaque processus dans son contexte métier. Et pas uniquement sous l'angle de la fraude, sous l'angle vraiment de tout un tas de paramètres. Et c'est là où les plateformes techniques qui sont proposées maintenant sur le marché peuvent apporter vraiment un véritable avantage, ou en tout cas permettre de lutter contre la fraude, mais pas uniquement contre la fraude, en tenant compte des aspects conformité si on parle de la banque, en tenant compte de l'expérience utilisateur, en tenant compte de gains de productivité, etc., etc. Alors, on va regarder un peu du côté de la Belgique. Comment est-ce que vous travaillez sur ce nouveau type de fraude, l'État avec les entreprises, les collectivités, les organisations? Merci déjà beaucoup pour l'invitation. Et pour pouvoir un peu échanger sur comment on peut aborder ce type de problématique qui est commun à tous les pays européens et pas uniquement à la France. Oui. On se demandait effectivement concrètement qu'est-ce qu'on peut faire face au phénomène de phishing. Et entre autres, quel peut être le rôle des autorités publiques, notamment des autorités de cybersécurité, dans le processus. Et en réfléchissant aussi avec les partenaires, entreprises, fédérations, etc., on a développé plusieurs projets qu'on couple, on va dire, sur une sorte de concept qu'on appelle Active Cyber Protection, comment on peut activement protéger les organisations, les citoyens, les administrations publiques. Et entre autres, un des projets qu'on a mis en place, c'est le Shield Anti-Phishing. Donc, en gros, comment ça fonctionne? C'est qu'on fait en sorte qu'on va sensibiliser un maximum de personnes au phishing et on va leur demander d'être actifs. Donc, on va leur dire, vous recevez des mails de phishing, que vous pensez être effectivement des mails de phishing, vous avez une adresse mail spécifique des autorités, du CCB, à laquelle vous l'envoyez. Et nous, derrière, on filtre, on a des systèmes qui permettent d'extraire les URL, de les analyser, et sur base des informations, si on a effectivement des positifs de phishing, on peut transmettre ces informations aux gestionnaires de browsers, donc de navigateurs Internet, pour qu'eux puissent le mettre dans leur liste de liens ou d'URL qui est suspecte, et donc d'avertir les utilisateurs lorsqu'ils vont sur ce site-là. C'est une sorte de filtre anti-phishing, en fait, que vous avez mis en place. Mais qui existe déjà par les navigateurs, mais ici on vient l'alimenter, on vient essayer de l'étendre, et en même temps on fait agir les gens. Donc les gens peuvent aussi être actifs dans le processus, donc on les sensibilise, ils sont actifs, on utilise ce résultat pour améliorer les recherches de filtrage, et on a travaillé aussi avec, au niveau national, les fournisseurs d'accès à Internet, pour faire en sorte que dans les recherches DNS, les utilisateurs nationaux puissent directement être redirigés s'ils vont sur un URL qui a été justement listé dans ces listes malveillantes. Et donc on peut directement, au lieu qu'ils activent et qu'ils aillent sur l'URL du phishing, ils sont redirigés vers une autre page qui les avertit. Et le cas échéant, si c'est un faux positif et ils veulent vraiment accéder, ils ont toujours la possibilité. Donc on ne censure pas, on ne bloque pas, mais au moins on redirige les utilisateurs vers une page qui les avertit, attention, il y a quelque chose de suspect. Et on a essayé de coupler ça aussi sur d'autres moyens, puisqu'il y a aussi des tentatives de fraude via des textos, via des appareils portables. Et là, on a fait en sorte, avec les opérateurs télécoms, de filtrer aussi, d'avoir des systèmes de filtrage pour bloquer toute une série de textos qui sont frauduleux, qui sont phishing. Et on a aussi travaillé pour essayer d'avertir les utilisateurs. Donc, par exemple, lorsqu'on reçoit via des notifications d'incidents
ou via d'autres sources, des informations sur des adresses IP qui sont vulnérables ou infectées, liées à des botnets par exemple, d'avoir un système qui permet d'aller identifier auprès des opérateurs télécoms qui est derrière l'adresse IP et pouvoir aller l'avertir, le cas échéant, parfois même lui envoyer un courrier postal ou aller même directement envoyer des agents chez eux pour les avertir. Parce que souvent, le problème de ça, c'est le réflexe on évite le phishing, c'est que si on reçoit un mail qui peut-être même de l'ANSSI ou de cybermalveillance, le réflexe va être de dire oui, je vais être suspicieux, est-ce que ça vient vraiment de chez eux? Et donc parfois même le fait d'envoyer un vrai mail, enfin un vrai courrier, papier ordinaire, et dirigé au nom du management de l'entreprise, c'est parfois pris plus au sérieux que d'envoyer un mail qui va finir dans le service IT, qui va peut-être se dire oui, c'est une fraude ou c'est un phishing lui-même. Donc voilà, on essaie de travailler sur différents axes. Et on a aussi travaillé sur un cadre légal qui permet le hacking éthique, donc à des utilisateurs sous certaines conditions légales bien strictes, hein, pas n'importe qui peut le faire n'importe comment, mais lorsque quelqu'un recherche et trouve des vulnérabilités dans les systèmes informatiques, il avertit l'organisation qui est concernée, il avertit aussi le CCB, et alors il bénéficie d'un certain cadre de protection légale, comme un lanceur d'alerte. Comme un lanceur d'alerte, oui. Je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter du côté français. Ça fait penser au filtre anti-arnaque, ce que vous avez décrit. C'est exactement ça, sauf que dont on attend la mise en place. Nous, on est des grands fans du CCB depuis des années. Ils sont au top. Regardez ce qu'ils font, notamment en matière de sensibilisation. C'est toujours fin, drôle, intelligent. Sur le filtre, ils sont allés plus vite que nous, hein, parce qu'eux, ils sont avancés. Nous, on est passé par tout le circuit. Et aujourd'hui, c'est toujours dans les mains de Bercy. Mais c'est une promesse et il y a eu de grandes discussions. Donc, j'espère, mais je ne vois pas pourquoi ça aboutirait pas. Mais ça a pris un peu de temps. Parce qu'il y a eu un peu de flottement ces derniers mois sur le plan politique en France. C'est ça. Il y a eu quelques changements au gouvernement. Voilà. Donc, il y a quelques projets qui ont pris un peu de retard. Victor Jeunesse, comment les professions réglementées, donc comme les greffiers, renforcent la sécurité aujourd'hui des transactions numériques? Bonjour à tous, merci Delphine, merci la FNTC pour l'invitation. Effectivement, les greffiers tribunaux de commerce sont chargés, bien sûr, comme leur nom l'indique, d'assister les juges des tribunaux de commerce dans le contentieux, dans la restructuration des entreprises, mais pas seulement, nous sommes teneurs de registres. Registre du commerce et des sociétés, registre des sûretés, fichier national des interdits de gérer. Et on s'est vite rendu compte que la meilleure façon de lutter contre la fraude, c'est d'empêcher la fraude, finalement. Et les registres du commerce, notamment à la française, tels qu'ils sont tenus par les greffiers et les tribunaux de commerce, permettent en amont de contrôler, de vérifier, de croiser les informations et d'empêcher que la fraude s'installe. Le groupement d'action financière international a rendu son rapport en 2022 et a félicité la France pour la bonne tenue de ses registres en matière d'entreprise. On pourrait se poser la question en matière d'association, où là, pour le coup, les choses sont plus complexes, puisque beaucoup moins de contrôle et donc de risques de fraude et d'atteinte à la transparence économique souhaitée. Donc les greffiers de tribunaux de commerce sont de véritables vigies à la croisée des mondes juridiques et économiques à travers la tenue de ces registres. Nous, notre idée, c'est de croiser les bases. Je rentre du Québec, où j'étais au mois de juillet, donc Montréal. Ils font preuve de pragmatisme et non pas de dogmatisme. On n'est pas attaché à sa base de données, comme peuvent l'être un certain nombre d'institutions françaises. On fait tout pour croiser les bases de données, car c'est en croisant les bases qu'on resserre les mailles du filet et qu'on lutte contre les fraudeurs. Aujourd'hui, nous, on en parlera ensuite, mais greffiers de tribunaux de commerce, on fait tout ce qu'on peut pour croiser les différentes bases publiques qui existent et on a tous encouragé ce mouvement de l'open data, de la simplification. Et je crois qu'aujourd'hui, on a une modification du modèle, car on se rend compte que l'importance, c'est la qualité de la donnée. Ces simplification peut parfois aller à l'encontre de sécurisation. Et demain, une vie non sécure pour les entreprises, c'est une vie qui n'est pas simple. Donc nous, ce que nous souhaitons dire, greffiers de tribunaux de commerce, c'est qu'on peut allier simplification et sécurisation et permettre aux entreprises de contractualiser, d'évoluer dans un environnement économique sûr. Car quand on est ensuite dans le répressif et qu'on est dans le correctif, la vie des entreprises devient beaucoup plus complexe. Donc c'est vraiment le message que je souhaitais passer aujourd'hui. On va essayer de rentrer dans un autre
exemple, un autre cas concret, peut-être ensemble, comment la FNTC peut nous expliquer quel rôle vous jouez sur l'intégrité, par exemple, de l'ouverture d'un compte en ligne, un compte en banque. Bon, en fait, l'ouverture de compte, l'ouverture d'un compte bancaire. Oui. Bon, ça c'est alors ça nous est tous arrivé, hein, oui. Et même pas qu'un en général. Ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent vu à la croisée de la conformité dans le domaine bancaire, de la lutte contre la fraude, et puis bien sûr avec des enjeux commerciaux importants. Hein. Parce que justement, on veut que ce soit simple, que ça aille vite, que tout puisse se faire en ligne. Donc il y a des impératifs, alors de la part des banques, hein, il y a des impératifs effectivement que ce soit simple, que ça aille vite, et puis il y a aussi des impératifs de satisfaire aux réglementations. Donc là, on touche tout de suite à un sujet qui s'appelle le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer. C'est un ensemble de réglementations qui font que les banques, de toute façon, doivent satisfaire ces réglementations-là. Après, comment les satisfaire, ça, c'est autre chose. Souvent, on ramène, si on prend le cas de l'ouverture d'un compte bancaire, on va se centrer souvent beaucoup sur l'identité, c'est-à-dire vérifier que la personne, c'est bien Philippe Sanchis qui ouvre un compte. En fait, c'est très réducteur, puisque l'ouverture d'un compte bancaire, c'est très exposé à des fraudes, bien sûr identitaires, mais aussi aux revenus. Et les banques doivent connaître leurs clients de manière beaucoup plus large, et pas uniquement de connaître son identité, mais également ses revenus, l'origine des fonds. Est-ce que c'est un terroriste? Est-ce qu'il est une personne politiquement exposée, etc., etc. Donc c'est un ensemble de réglementations qui sont là. Alors, je dirais que les acteurs qui sont sur ces marchés-là, la tendance, c'est que c'est vraiment d'apprécier un process métier comme l'ouverture d'un compte bancaire, mais c'est pareil pour un crédit conso, c'est pareil pour l'achat d'une voiture. C'est d'apprécier le parcours dans son entier. C'est-à-dire de la vérification d'identité, en passant par la collecte de l'information, en passant par son analyse automatisée, et puis en allant jusqu'à la signature d'un contrat ou d'un engagement. Donc c'est vraiment cet aspect plateforme qui est la tendance aujourd'hui pour satisfaire à la fois aux enjeux réglementaires, donc à la minimisation des risques, que ce soit des risques de sanctions d'ailleurs quand on parle de réglementaire, ou des risques de fraude. Ouais. Mais aussi à l'expérience client, parce que c'est ce qui est recherché, c'est une expérience client, comme vous le disiez, facile, simple, rapide, et aussi des gains de productivité. Parce qu'en faisant tout ça, en fait, on automatise aussi des tâches qui étaient faites humainement, des tâches à faible valeur ajoutée, et donc on gagne du temps. Donc en fait, c'est en combinant ces différents bénéfices et en combinant une approche de lutte contre la fraude, de conformité au sens réglementation, notamment bancaire, et puis d'expérience client et de parcours client, que là, il y a la majorité des bénéfices qui se dégagent. Et donc, c'est vraiment en se centrant sur le contexte métier, sur le process métier, sur le parcours de l'utilisateur, qu'on arrive en mariant ces différents enjeux, à lutter efficacement contre la fraude. Ouais, ça semble un chemin complexe, mais donc penser plateforme en fait, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Absolument. Alors la profession aussi, Victor a publié des recommandations. Tout à fait. Un livre blanc. Un livre blanc, voilà, qu'on a souhaité... sur le sujet de la criminalité financière. Pour lutter contre la criminalité, renforcer la lutte contre la criminalité financière, c'est vraiment un retour de terrain des 141 greffes des tribunaux de commerce, du vécu. On assiste avec les usages numériques à des fraudes massives. C'est-à-dire que le phénomène de dématérialisation des procédures a amené des fraudes qui sont massives. Ce n'est plus des cas particuliers dans telle ou telle juridiction, mais c'est des centaines de sociétés chinoises, des dizaines d'oligarques russes qui essayent de prendre tel ou tel intérêt et qu'on doit détecter. L'usage numérique amplifie le mouvement de fraude. Donc on a imaginé et rédigé ce livre blanc aussi issu de nos échanges avec Tracfin, avec l'AFA, l'Agence française anticorruption, avec Transparency. C'est vraiment du vécu. Je vous invite à prendre connaissance de ce livre blanc. Il existe également... Il y a 15 recommandations, si vous en aviez une ou deux à partager. Une ou deux. Je parlais tout à l'heure de l'importance de croiser les bases. Alors on pense tout de suite croiser les bases, URSSAF, impôts,
registre du commerce, il en existe beaucoup. Nous, ce qu'on a identifié tout de suite, et ça fait le lien avec ce qui était évoqué à l'instant, sur la création du compte bancaire. Donner accès au greffier de tribunal de commerce à FICOBA. FICOBA permet au greffier de tribunal de commerce, demain, de vérifier si, lors de la création d'une société, l'attestation d'ouverture de compte bancaire qui a été délivrée est bien réelle. Aujourd'hui, on était en incapacité de le faire. Demain, grâce à l'accès à FICOBA, à cette base de données, qui est très sécurisée, va nous permettre de vérifier via la dénomination ou via l'IBAN que la société a bien créé un compte et qu'elle existe. Premier exemple. Deuxième exemple, tout simple. Accéder à la base administrative de la Poste. Vérifier qu'une attestation de domiciliation, une facture, est bien conforme à la base de la Poste ou à la base du cadastre. Deuxième proposition. Et dernière proposition, en matière de croisée des registres, le RNIPP, ce répertoire national d'identification des personnes physiques, c'est-à-dire qui est tenu par l'INSEE, c'est-à-dire être certain que lorsqu'on nous déclare une personne, administrateur, dirigeant d'une entreprise, associé, cette personne est encore vivante. Lorsqu'on croise, et c'est assez bluffant de le voir, quand on croise ce RNIPP, peu que j'en ai vu, avec notre base, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes décédées qui nous sont même déclarées lors d'une immatriculation comme dirigeants ou comme associés. Des personnes qui arrivent à fournir une véritable pièce d'identité. La personne est décédée, mais on peut encore fournir sa véritable pièce d'identité et constituer une société. Donc on lutte contre ces phénomènes grâce à cette croisée des bases de données. Encore une fois, il faut faire preuve de pragmatisme et aujourd'hui croiser toutes nos bases. Merci beaucoup. Valérie, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet-là ou si vous voulez aussi, tout de suite aborder la question de la directive NIS 2 qui doit renforcer l'arsenal de cybersécurité en Europe. Comment est-ce que vous voyez justement l'impact de cette mise en œuvre pour les prestataires de services de confiance ? Donc je rejoins assez bien la réflexion qui vient des greffes, effectivement. Le fait de croiser au maximum les bases de données et d'avoir une intégration des systèmes, je pense que sur certains sujets ou processus, on a une bonne intégration, en tout cas au niveau belge, de l'utilisation de la carte d'identité électronique, etc., pour ouvrir des comptes, pour utiliser des mécanismes d'identification. Et il y a un bon fonctionnement de croisement de bases de données. Je pense que c'est essentiel, effectivement, dans la fraude. Alors, pour le sujet de la directive NIS 2, mais précédemment, dans le règlement eIDAS prévoyait les mesures de sécurité des prestataires de confiance. Maintenant, c'est repris par la directive NIS 2 et puis, lorsqu'il y aura la transposition en France, lorsqu'elle arrivera, ce sera intégré directement en droit national aussi. Les travaux commencent oui, au Sénat. Voilà, ils sont en cours avec les aléas qu'on a eus au niveau politique, effectivement. Mais l'accent, en fait, et l'intérêt d'intégrer tous ces mécanismes dans NIS 2, c'est de faire en sorte que l'approche tout risque de NIS 2, qui se penche à la fois sur la chaîne d'approvisionnement, sur la notification des incidents, sur la gestion vraiment des ressources humaines au sein d'une organisation, etc. Donc vraiment l'approche holistique de cybersécurité appliquée aux prestataires de confiance est vraiment, à mon avis, un élément qui va venir renforcer la confiance que les utilisateurs ont dans les systèmes et aussi la résilience de ces opérateurs. Donc je pense que ça va être un moyen de pouvoir améliorer, diminuer les risques et donc sans doute diminuer aussi les fraudes. Donc ça va renforcer. Sur la question de la certification, Philippe, quelle est l'importance selon vous de cette certification aujourd'hui des services de confiance dans la lutte contre la fraude ? Alors ça c'est un sujet qui est cher à tous les membres de la FNTC parce que en fait, quand on parle de certification, quelque part on parle de confiance et j'allais dire, quand on est un tiers de confiance, pour être un tiers de confiance, il faut pouvoir, ça ne se décrète pas la confiance, il faut pouvoir la prouver, la confiance. En tout cas, il faut avoir des faits pour pouvoir asseoir cette confiance. Et donc la certification, c'est quasiment le seul moyen d'avoir, j'allais dire, d'assurer au marché, aux clients, aux tierces parties, cette confiance. Pourquoi ? Parce qu'une certification, d'abord, ce n'est pas une certification qu'on décrète soi-même,
quoiqu'il y a quelques acteurs anglo-saxons qui aiment bien. Je vois des sourires, mais je pense qu'ils voient. Eric, je vois, tu vois à qui je pense, qui décrète. Partagez avec non, nous. Non, parce que... certainement pas. Non, bon qui s'auto-certifie. Voilà. L'auto-certification, je ne parle pas de ce cas-là. On dénonce personne alors. Mais clairement, vraiment, cet aspect certification, c'est au cœur. Alors, c'est au cœur de l'ADN de la FNTC, par définition. Mais c'est essentiel, encore une fois, parce qu'il faut pouvoir prouver qu'on fait. Et pour ça, il faut un organisme extérieur qui vienne auditer ce qu'on fait, et pour qu'on puisse garantir un certain niveau de bonne pratique, de confiance, dans cette position de tiers que nous sommes, dans des transactions qu'on a évoquées, qui sont en fait à chaque fois des transactions de la vie quotidienne. Mais sur cette certification, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Franck. Face aux nouvelles fraudes, on a d'un côté une certification qui peut prendre un peu de temps, de l'autre côté des menaces qui sont galopantes et qui se transforment. C'est essentiel sur nos problématiques, donc vraiment cybersécurité. Là, je vais parler que des pros, des entreprises et des collectivités. On va mettre les particuliers de côté. Nous, on a le sujet avec les prestataires informatiques qui les accompagnent. Jusqu'à présent en France, les seules certifications qui existaient pour des sociétés de services en cybersécurité étaient les visas de sécurité de l'ANSSI, qui sont de très très bon niveau, qui permettent notamment d'avoir les prestataires qui font de l'audit, des prestataires qui font de la réponse à incident lorsqu'on a été attaqué. Mais c'est des référentiels qui ont été créés il y a des années pour, il faut le rappeler, être en capacité, pour des prestataires en capacité de répondre à des opérateurs d'importance vitale. Autrement dit, pas la TPE, PME du coin. Donc nous, on a créé il y a 3 ans, dans le prolongement de ce qu'avait fait l'ANSSI, un label qui s'appelle Expert Cyber, parce que pour les TPE-PME, c'est extrêmement compliqué. C'est bien de leur dire il n'y a qu'à Faucon en matière de cybersécurité, mais c'est qui le prestataire de confiance? Et nous, on se retrouve avec 2 grands profils qui nous font un peu peur, côté bénéficiaires, entreprises et collectivités. On a l'apprenti sorcier. Donc là, effectivement, quand on n'a pas les compétences techniques, voilà, quand on n'est pas garagiste, on évite de changer son moteur tout seul, c'est très dangereux. On a aussi de nombreuses entreprises, et peut-être certainement que certains d'entre vous, dans la salle, en font partie, qui sont dans un faux sentiment de confiance, parce qu'ils ont des prestataires informatiques historiques, avec qui tout s'est toujours bien passé, sauf que ce n'est pas nécessairement des prestataires compétents en matière de cybersécurité. À la fois, le jour où vous serez victime, nous on a parfois, ça nous arrivait récemment encore, une collectivité où c'est son prestataire qui nous a appelé en disant c'est la galère. Là, ils se sont fait attaquer. Je ne sais pas comment gérer. Ah oui. Donc voilà. Ouais, parce que ce n'est pas des spécialistes en cyber. Et en plus, en même temps, c'est bien de le reconnaître. Oui, ouais, là c'était dur de faire autrement. C'était un carnage. Et également des entreprises mal sécurisées, quoi. Donc c'est super important aujourd'hui. Alors c'est pas facile, mais voilà, il y a des référentiels qui existent. Ça s'appelle le label Expert Cyber, voilà, à côté des visas de sécurité de l'ANSSI. C'est les 2 référentiels qui tiennent vraiment la route en France. Et effectivement, faut se méfier des labels en chocolat où il suffit de payer pour avoir le médaillon. Ça vaut pas grand-chose. Est-ce que vous avez évoqué les directives européennes? Est-ce qu'il vous semble que, en disant que ça va permettre d'améliorer les choses, ça peut faire aussi évoluer le niveau d'expertise justement de ceux qui sont les garants de cette sécurité, selon vous? Alors, il est clair que dès lors qu'on exige des organisations de pouvoir démontrer leur conformité à des obligations de cybersécurité, ça implique qu'ils puissent démontrer que leurs équipes, leurs experts aient les compétences nécessaires ou acquièrent les compétences ou sous-traitent ou externalisent ces compétences. On a développé au niveau belge en fait, un référentiel de mesures de cybersécurité qui permet en fait de combiner à la fois ce qu'on retrouve dans NIST, dans ISO, dans SysControl, etc., qui s'appelle le Cyber Fundamentals, ou en français Cyber Fondamentaux, ou en abrégé CyFun. Et on a déposé ça en schéma de certification, donc on peut être certifié CyFun. Et entre autres, c'est aussi destiné aux prestataires de confiance qui seront actifs même partout en Europe. Ils peuvent être certifiés et ça peut être utilisé ou reconnu comme un bon niveau de sécurité. Et ça permet en plus au niveau de la transposition NIS 2 en Belgique d'avoir une présomption de conformité en fait, aux exigences NIS 2.
Mais je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut essayer de travailler. On a d'ailleurs plusieurs pays européens qui vont se joindre à l'initiative et aussi utiliser le référentiel. On a la Roumanie, le Luxembourg, peut-être aussi l'Irlande et d'autres pays qui sont très intéressés, Portugal et Estonie. Enfin, voilà. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes ces nouvelles réglementations puissent forcer, à un moment donné, par la porte ou par la fenêtre, voilà, l'expertise en matière de cybersécurité, les préoccupations et surtout vraiment le management de tous ces éléments. Vraiment comprendre que la cybersécurité, c'est pas uniquement la question de l'équipe informatique dans leur coin, c'est vraiment le management de l'organisation, la sensibilisation du personnel, la chaîne d'approvisionnement, les autres fournisseurs. C'est vraiment une approche holistique, tout risque qui doit être pris en compte. Voilà. J'ai d'autres questions à poser, mais peut-être qu'on peut passer aux questions aussi dans la salle. J'imagine que vous en avez pour nos experts. Il y a un micro à votre disposition, si vous levez la main. J'ai un peu de lumière bleue dans les yeux, mais... Peut-être oui. Une question. Monsieur, au milieu. Bonjour, Cyril Vignet, BPCE. Alors, je travaille sur l'identité, surtout sur la blockchain. Moi, j'ai une question pour donc Victor Geneste. Dans vos recommandations, vous voulez croiser les données, vous dites, ou vous déjà les croisez pour être sûr qu'aujourd'hui, la base du greffe du tribunal de commerce soit bien. Parce qu'effectivement, quand on fait une identité corporate, si on calibre pas tous les administrateurs avec les noms, on n'a rien en fait. Et j'ai même appris qu'il y a des pays européens où la base des entreprises, un administrateur suffit. Ce qui veut dire que, en plus, s'il est mort... Voilà, donc vous faites aujourd'hui tous ces contrôles ou pas ? Exactement. Alors il y a un certain nombre de contrôles qu'on fait déjà. On contrôle le casier judiciaire quand c'est nécessaire. On contrôle les pièces d'identité françaises grâce à DocVerif, qui est un outil issu de la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, du ministère de l'Intérieur. On opère des contrôles documentaires. On a travaillé beaucoup avec Archipel sur les fausses factures, par exemple. On opère des contrôles de cohérence. On a aussi des outils métiers. On s'intéresse actuellement à l'intelligence artificielle. Je sais que vous en parlerez tout à l'heure, mais on cherche à amener de l'intelligence artificielle sur la police économique. Vous savez, c'est le fameux dermatologue qui a vu 10 000 grains de beauté dans sa vie, quand la machine en a vu plusieurs milliards. Nous, on part du principe que l'intelligence artificielle peut nous aider. Donc on va intégrer, on est en train de l'insuffler dans nos logiciels informatiques et on essaye de travailler actuellement avec nos partenaires historiques et d'autres. Voilà, donc ces contrôles les opèrent. Mais le problème qu'on a, qui n'existe pas, c'est pour ça que je citais le Québec, on a un problème de dogmatisme. C'est qu'on a du mal à accéder aux bases de données sous prétexte de secret, alors même qu'on est officier public et ministériel, alors même que notre métier, c'est de gérer des données personnelles. On a du mal à accéder à certaines bases de données pour des raisons historiques, assez dogmatiques, qui n'existent pas dans d'autres pays. Alors, je parlais du Québec, mais j'aurais pu parler du Luxembourg, j'aurais pu parler de d'autres pays européens. L'important, c'est de se dire qu'on est tous dans la même équipe et qu'on a intérêt, moyennant des règles de droit qu'on est en train de faire bouger, notamment sur FICOBA, et de pouvoir justement partager aussi nos usages et nos constats sur la fraude. On le fait de plus en plus avec Tracfin pour justement mieux accéder. On a été entendu par exemple par le Sénat sur le narcotrafic. Les sénateurs, via leur commission, avaient identifié un certain nombre de cas d'usage. On pense aux transmissions universelles de patrimoine, on pense à un certain nombre de groupes de sociétés. On est capable de lutter, mais encore faut-il qu'on partage, qu'on échange et qu'on croise nos bases de données. Donc des contrôles, il en existe déjà, mais on veut aller beaucoup plus loin. Grâce aux échanges qu'on a au niveau international, on découvre aussi des cas d'usage. Et je voulais rebondir sur la partie Europe. Je pense que pour lutter contre la fraude, il faudra aussi changer les usages. Et je voulais parler notamment du wallet, dont on participe à une initiative qui est, vous savez, ce portefeuille d'identité numérique. On va en parler dans la table ronde d'identité numérique. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, les greffiers participent à ce cas d'usage du wallet pour essayer de faire en sorte, Web3, que les attestations circulent de façon sécurisée et qu'on ne diffuse plus l'ensemble de nos données sur les réseaux et sur Internet, ce qui fait un appel d'air pour les fraudeurs. Une fois qu'ils récupèrent ces données, on parlait tout à l'heure du jeu concours, mais il y a 10 000 cas possibles.
Et il faut arrêter de diffuser l'ensemble de ces données. C'est ce qu'on découvre nous aussi. On découvre des pièces d'identité, des documents. Enfin, il y a un flot de documents et de données personnelles qui circulent sur Internet qui amènent aux fraudes. Oui, sans même être piraté en fait. Sans même être piraté, qu'on trouve en libre accès. Et là ça fait le rappel de ce que je disais tout à l'heure sur l'open data. On pense à toutes ces licences en open data, notamment sur les sociétés qui ont été délivrées, les domiciles des enfants de PDG du CAC 40 qui se retrouvent en libre accès sur Internet. Quel usage on veut demain d'Internet? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une qualité de la donnée et à une traçabilité? C'est la question que nous on pose en tant qu'officier public et ministériel. Et tiers de confiance, évidemment, du numérique. Je vois une autre question. Ah oui, madame, et puis au fond aussi. Nathalie Launay de Galite Soprasteria. Donc je vais rebondir sur la vision européenne. Je vais me tourner vers monsieur Valérie van der Kitten. Vous avez parlé donc de faire des sortes de listes noires de sites internet de phishing, de filtrage. Croyez-vous dans la réglementation EIDAS 2 qui va imposer les certificats d'authentification de sites internet qui pourrait en fait permettre d'éviter de maintenir ce type de liste puisque de toute façon on ne pourra savoir si le site est bien un site authentique grâce à ce certificat QUAX. Et ensuite j'ai une autre question. Comme ça, après, ça permettra à M. Franck Gicquel pour la cybermalveillance. Depuis le 1er octobre 2024, les opérateurs télécoms français se sont engagés à mettre en œuvre la solution d'authentification des numéros de téléphone qui devait déjà être mise en œuvre avec la loi Nengalen et qui devait déjà être disponible avant les JO, mais on a attendu les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux qu'il y a des gens qui se font encore avoir par des attaques de fraude, donc du faux conseiller bancaire, en usurpant le numéro de la banque. Comment cela est-il encore possible? On va commencer par l'Europe. Ouais. C'est une excellente question. Nous, on met beaucoup d'espoir, en tout cas, sur le développement des certifications et des approches de certification européennes. Est-ce que ça va aboutir? Et deux, est-ce que ça va remplir les espoirs qu'on y met? Ça, voilà, je ne peux pas lire l'avenir, mais en tout cas, on estime que amener des mécanismes de certification et comme elles existent déjà pour les prestataires de confiance et qu'on veut les revoir et les améliorer dans le futur. Et la question, c'était est-ce que ça va être encore utile en fait de travailler sur des filtres comme vous le faites aujourd'hui, demain, avec le règlement Peut-être pas, et tant mieux si on ne devrait plus le faire. Ouais. Voilà. On essaie de remplir le gap en attendant qu'il y ait quelque chose de mieux. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe avec les numéros de téléphone, Franck Gicquel? Que fait la police? Non. Ce dont on parle. Non, on n'est pas la police, je précise. On s'occupe des victimes, c'est déjà pas mal. Non, ce dont on parle là, c'est de spoofing. Donc c'est quand effectivement vous usurpez, enfin pas vous, le pirate usurpe un numéro de téléphone et quand à chaque fois vous prenez des hameçonnages par SMS et que vous insultez la personne en retour, sachez que c'est pas nécessairement le pirate qui reçoit ces insultes. Voilà, pour info. Je peux absolument pas vous dire, j'en suis désolé, ce qu'il en est de cette application-là. C'est vrai que ça a été annoncé. Ça a été annoncé. Son entrée en vigueur. Ouais. Maintenant, si j'ai bien compris, mais je ne suis pas expert du sujet, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, ça ne va pas régler complètement le problème du spoofing, de ce que j'ai compris. On va limiter, mais le problème est lié au protocole. A priori, je ne suis pas un technicien, mais ça doit empêcher d'afficher un numéro qui est celui de sa banque et donc donner un sentiment de confiance de la part de la victime, potentielle victime, vis-à-vis du fraudeur qui affiche un numéro de téléphone. Sur les numéros fixes. Et donc c'est quand même quelque chose de primordial pour la lutte contre la fraude au paiement. Ça va contribuer, ouais. Mais je ne saurais pas vous dire les vérifications qui doivent être mises en œuvre liées à ça. On avait une question aussi plus haut. Merci.
Mohamedoul Kabir Baldé, doctorant en droit, qui écrit sa thèse sur l'authentification de l'utilisateur d'un service bancaire et financier. Donc, je vous remercie pour m'avoir donné la parole et j'ai 2 questions en rapport avec les thématiques qui ont été abordées. La première en rapport avec les techniques de fraude, laquelle est-ce qu'aujourd'hui, la fraude au faux président n'est pas la fraude sur laquelle il faudrait utilement revenir pour avertir les gens? Puisque si on regarde les chiffres, c'est celle qui fait plus de victimes et plus de maux en termes financiers. Et la deuxième question, c'est sur la question de la certification. Quand on aborde cette question, elle est souvent abordée, à mon avis, de manière lésée, alors qu'elle constitue le point fondamental pour garantir la sécurisation des opérations transactionnelles qui se font tous les jours en ligne. Aujourd'hui, quand on regarde la composition même de la Fédération des tiers de confiance, c'est composé de différents groupes avec le mot confiance. Et on est facilement tenté de croire que tous ceux qui y sont ont la possibilité d'émettre des attestations prouvant la confiance à celui qui souscrit. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de revoir la recomposition de ces certificateurs de tiers de confiance? Et mieux, est-ce qu'il n'est pas encore judicieux d'établir une réglementation plus applicable pour permettre à un groupe d'individus ou de sociétés bien déterminées de pouvoir être habilités à délivrer ces certifications? Merci. Première question, c'est pour vous, Franck. Oui. Sur la fraude au président. Oui, nous, ça ne fait pas partie des tops des menaces. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça arrive quand même plus loin dans les menaces qui nous sont le plus souvent remontées. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter et lutter notamment, alors là, pour le coup, déjà sensibiliser les équipes, mais désolé de vous dire que non, c'est pas la priorité ultime. Pour autant, oui, il faut sensibiliser à tous les niveaux. C'est essentiel, et depuis le stagiaire jusqu'au COMEX. Ouais. Sur, la fraude au président, oui. C'est quoi? C'est des sosies de Macron, c'est ça ou non. En deepfake, ouais. Ça, c'est le futur. Sur la question du rôle du tiers de confiance, de la FNTC. Ouais. Absolument. Donc, le lien entre la certification, la FNTC, les tiers de confiance. Alors, au niveau de la FNTC, il y a plusieurs collèges. Donc, finalement, les adhérents sont regroupés dans différents collèges. Alors, il y a des collèges utilisateurs, des collèges d'experts, des collèges de professions réglementées, un collège de professions réglementées. Et puis, il y a 2 collèges qui sont les collèges plutôt des prestataires, dont le collège 1 qui sont les prestataires certifiés. Donc, en fait, on a tout un parcours. Alors, on vérifie bien sûr à l'adhésion un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre de choses, mais les certifications, ça reste un élément clé de notre grille de lecture, puisque les membres, notamment du collège 1, donc qui sont des tiers de confiance certifiés, là, ont vraiment, j'allais dire, des audits externes qui leur permettent de faire valoir cette confiance, en tout cas. Donc, mais c'est comme ça qu'on aborde le sujet, avec la capacité, bien sûr, à changer de collège si on passe des certifications qui sont reconnues comme étant les certifications nécessaires pour rentrer, par exemple, au collège 1. Il y avait une autre question ici, oui, de monsieur. Juste le rang avant, oui. Non? Je vous ai vu lever la main. Désolée. Peut-être pour compléter, je vais juste compléter en disant que justement le principe même des prestataires de confiance, c'est que, ils sont réglementés, il y a EIDAS, et justement il y a ces mécanismes de certification qui sont justement là pour dire que ce sont effectivement des prestataires de confiance. Donc voilà, c'est la logique même de cette activité. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je n'ai pas l'impression. Moi, je voulais qu'on termine peut-être par un tour de table sur vraiment le message que vous avez envie de faire passer là, avant de quitter la scène. Avec quoi notre public doit repartir? On le fait peut-être dans l'ordre. Ouais, moi, le message que je voudrais faire passer, que je fais passer actuellement au sein des professions réglementées, mais pas que, à l'ensemble des interlocuteurs avec lesquels on travaille, c'est qu'on peut avoir le système techniquement le plus sécurisé, le plus fiable, le plus certifié. Si on intègre dedans
une donnée qui, elle, n'est pas fiable, tout le système est vérolé. Vous pouvez faire du wallet, vous pouvez faire des traitements sécurisés. Si vous intégrez dedans une donnée qui n'est pas fiable, tout le système ne sera pas fiable. Voilà. Donc ça revient notamment à mon sujet qui est le registre du commerce et des sociétés. Et le rôle des greffiers. Versus un certain nombre de bases qu'on voit sur Internet, de données pas fiables, pas à jour. Moi je dis vigilance aux acteurs, aux différents acteurs qui travaillent avec les entreprises, qui intègrent des numéros INSEE, Sirène dans des logiciels. Si vous intégrez des données pas fiables, en sortie, vous aurez de la fraude et vous aurez une absence de fiabilité. C'est logique. Voilà. Merci. Moi, je parlerai de la réflexion et la question de monsieur, sensibilisation à fond. Encore une fois, on vous le disait, nous sur l'année passée, c'est 280 000 victimes qui se sont fait assister sur cybermalveillance.gouv.fr. Et l'immense majorité, ce n'était pas des faits éminemment techniques. Ça a pu, derrière, conduire à des attaques plus techniques, mais c'était vraiment des défauts de comportement. Et on ne peut pas le reprocher aux utilisateurs s'ils ne sont pas correctement sensibilisés, et notamment, avant de leur parler des bonnes pratiques, de leur parler des risques qu'ils encourent, et pas hésiter aussi à leur parler de cybersécurité pour leurs usages quotidiens, et de manière à ce que ça se répercute de bonne manière au sein de l'entreprise. Victor, j'avais peut-être aussi une question quand même sur justement le rôle de la FNTC avec l'arrivée de ces directives, et puis votre mot de conclusion. Oui, mais alors la FNTC, toutes ces réglementations, hein, quelles qu'elles soient, ça c'est des sujets qui sont au cœur de nos groupes de travail. On a vraiment, on a un grand nombre de groupes de travail qui traitent de différentes choses. Hein. D'ailleurs, on a un groupe de travail RGPD, on a un groupe de travail sur l'IA, on a un groupe de travail, etc., etc. Et donc, on a des travaux au sein de ces groupes qui permettent de définir ou des bonnes pratiques ou en tout cas des avis d'experts pour pouvoir proposer de l'information, proposer des bonnes pratiques au marché au sens large, enfin aux différents acteurs. Alors, proposer aussi la manière dont on va transposer éventuellement les directives. Concrètement. Oui. Concrètement. Et je dirais, alors pour faire le lien, le point qui me semble important, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir, quand on parle de confiance ou de confiance numérique, il y a deux aspects. Un, c'est d'avoir cette vision sur son propre processus métier, quel qu'il soit, et de l'avoir de bout en bout. C'est-à-dire que, on prenait l'exemple tout à l'heure de processus bancaire, ça va aller de l'identification, en passant par le KYC, en passant par la signature, en passant par l'archivage, en passant par toute une série d'étapes. Et là, les solutions techniques, elles existent maintenant. Elles existent, les tiers de confiance, ils sont là. Vous en trouverez plein au sein de la FNTC, regroupés. Donc en fait, les solutions sont là. Et il faut juste pouvoir justement intégrer dans sa propre vision au sens métier du terme comment mettre en musique ces différentes étapes. Et si on peut le faire dans un axe finalement de bout en bout, alors là on commence à avoir vraiment des processus de confiance en tant qu'entreprise, que ce soit une banque ou une assurance. Merci. Valérie. Si je devais donner un mot de fin, intrinsèquement, de toute façon, déjà mon intervention, c'est beaucoup l'aspect européen et le fait qu'il faut que ça s'intègre dans un mécanisme qui est partagé, parce que sinon, si on utilise des identités d'autres pays, etc., et qu'il y a des failles ailleurs, on l'intègre aussi, donc c'est aussi vérolé au final. Donc la dimension européenne est importante. Et le principe même de la confiance, c'est qu'elle se gagne. Donc il faut pouvoir démontrer qu'on puisse gagner la confiance. Et donc mécanisme de certification, de respect, de preuve de respect des exigences, de réglementation. Donc c'est un peu ça mon guise, savoir gagner la confiance. Pour gagner contre la fraude, donc. Merci beaucoup. Merci. Je peux vous applaudir.